voilà, on arrive tout de suite dans la partie 2 de ce podcast. Alors plus axé cette fois-ci sur l'intelligence artificielle, les risques qu'on va avoir au niveau éthique, au niveau environnemental. Et donc tout de suite on entre dans le sujet avec, quand on entend le plus souvent parler d'IA, ce sont des IA génératives qui vont aller chercher leurs informations, leur alimentation dans des endroits qui sont pas forcément autorisés, on va dire. On parle souvent de vol par exemple d'artistes. Et est-ce qu'on risque d'avoir le même problème du côté du recouvrement ? Alors, du coup, l'IA artificielle générative, juste pour rappeler à nos auditeurs, même si on n'est pas, alors on le rappelle, on n'est pas des experts en IA, on n'écrit pas des programmes, par contre on s'en sert, hein, donc on n'est pas. En fait, c'est une IA qui est capable de générer des images, des vidéos, voire de la musique. En fait, cette IA générative reproduit la capacité cognitive humaine de manière globale. Donc c'est vraiment très puissant. Et donc si effectivement on introduit cette dimension-là demain dans le monde du credit management, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est la capacité à apprécier des réponses. Ça peut être sur du téléphone, même quand j'échange avec une personne, avoir des enregistrements qui soient retravaillés et repensés pour en extraire le résultat efficace. Ça peut être une façon de rédiger des choses mais qui vont se faire en automatique sur la base d'expérience. Ça peut être la proposition de médias selon des expériences de paiement, sur des profils payeurs avec des changements sur des situations économiques en fonction des journées et des heures, etc. Donc ça peut vraiment aller très loin. Mais pour répondre plus précisément à ta question concernant la dimension personnelle, c'est vrai que tout le volet RGPD, puisqu'on fait allusion à ça, est extrêmement important, y compris en recouvrement, puisqu'on a des contacts, qui dit contact dit humain, et on pourrait imaginer que demain l'IA puisse nous dire j'ai analysé le numéro de sécu de votre contact qui a régulièrement des arrêts maladie, donc tac tac tac, attention, il sera pas en mesure de vous payer puisque tac. Donc là effectivement ça serait à bannir. Après je pense qu'on peut complètement orchestrer et puis classifier des actions en fonction du périmètre qu'on veut toucher et potentiellement sur le volet humain rester je dirais sur ce qu'on sait faire en termes d'intervenants. Déjà le premier point, comme tu dis, c'est de fixer le cadre. Faut que l'IA ait son prix qui soit carré et qui soit bien défini. Faut qu'on sache quelles sont les données qu'on lui met à disposition. Après, elle fait son analyse, elle fait ses diagnostics si elle le souhaite, mais elle ne peut pas aller taper dans une base de données globale, naviguer sur Internet ou autre. Là, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte, et on se retrouverait avec potentiellement énormément de dérives sur ce sujet-là. Après, dans notre métier, concrètement, on est quand même sur une situation où on est dans du B2B, on relance des factures qui sont dues normalement, c'est tout travail mérite salaire, hein, donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problématique particulière à ce niveau-là, si ce n'est s'améliorer en termes de performance. Là où il peut y avoir un petit danger par contre, c'est que une IA qui se retrouve à penser d'elle-même, peut-être que simplement elle va décider qu'une entreprise, sa situation s'est un petit peu dégradée d'un instant à l'autre. Si jamais on a plusieurs entreprises qui travaillent avec plusieurs IA, qui ont la capacité de se parler peut-être, ou de voir en tout cas ce que font les unes les autres, peut-être qu'une simple note qui se dégrade de 84 à 72, va faire un point d'alerte. 71 tu préfères va faire un point d'alerte sur la situation de l'entreprise. La première IA va juste le noter comme une alerte mineure, et parce que ce sera relevé par 12 IA, la 13e dira, vu que ça a été relevé par déjà 12, c'est une alerte majeure. Et en fait, on va avoir l'impression que l'entreprise va mettre la clé sous la porte dès la semaine prochaine. Peut-être que les IA peuvent s'emballer les unes entre elles par rapport aux autres, et effectivement, on se retrouvera à mettre la pression au client, et peut-être que véritablement, il mettrait la clé sous la porte en une semaine. Alors qu'en fait, la situation était tout à fait convenable, et on aurait simplement crié au loup, alors qu'il n'y avait pas lieu de s'affoler. Effectivement, donc bien cadrer les IA, bien leur définir en fait ce qui est important, c'est à quoi elles vont devoir faire attention, et puis aussi pouvoir leur dire ok, ça par contre c'est pas grave,
et pouvoir définir derrière les grosses alertes, justement les alertes majeures, comme Eddy nous a dit, pouvoir leur dire si c'est effectivement des vraies alertes ou pas. Mais là où c'est problématique, c'est que aujourd'hui, si on met en place de l'IA pour des personnes qui sont expérimentées, que ce soit Jérémy ou moi, on a un sacré bagage en credit management, donc on aurait du recul sur les chiffres qui nous sont donnés, même si on sait que chaque graphique peut être lu un peu comme on l'entend, hein. On fait toujours un peu dire ce qu'on veut aux chiffres, mais en attendant, il y a quand même une vérité fondamentale et il y a quand même une analyse de l'humain qui est derrière. Et le danger, c'est que si jamais on se repose de plus en plus sur des IA, on aura une perte de compétences de la part des individus qui sont derrière, et donc l'IA va prendre le pas mécaniquement. On va commencer à croire de plus en plus l'IA plutôt que l'humain, et donc potentiellement moins d'études, moins de personnes derrière, et moins de contrôle sur ce qui est fait par les IA. Et ça fait partie des zones d'ombre, entre guillemets, qui, aujourd'hui, on s'en rend pas trop compte, parce qu'on met de l'IA là où les gens sont déjà compétents sur leur job, parce qu'on ne sait pas ce que ça donnera demain pour les jeunes générations, quand elles devront prendre des postes où il y a déjà des IA en place, et qu'en fait, on leur demandera simplement de surveiller quelque chose qu'elles ne maîtrisent pas. Alors, je te rejoins là-dessus, Eddy, hein, mais c'est vrai que là, je fais référence au fait que c'est le niveau de maturité de l'IA, et que le degré de confiance qu'on pourra accorder devra être croissant, dans le sens où finalement, je prends un exemple tout bête sur un jeu d'échecs. Je sais pas si tout le monde joue aux échecs, mais si on joue contre l'ordinateur et qu'on met niveau 1, débutant, intermédiaire, expérimenté, expert, on voit clairement que plus le niveau est élevé, plus la compétence de la machine est forte, et pour 99% des joueurs d'échecs de mon niveau, je dirais, en tout cas, on se fait complètement on perd, on arrive mat parce qu'à un moment donné, voilà. Moi, je joue toujours en facile, comme ça, mon ego, il va très bien. Donc, quelque part, c'est pas de l'IA, ça, c'est de l'analyse des règles de gestion sur des coups d'avance qui sont lus, mais ce que je veux dire derrière ça, c'est que c'est la vitesse de lecture d'un échiquier avec la capacité à donner la bonne réponse dans un temps record, qui fait qu'on a joué sa pièce et tout d'un coup, il joue le cavalier en F2. Et là, on se demande pourquoi, mais parce que lui, il sait déjà que et donc il va y arriver. Et pareil dans la vie du credit management, je pense que au début, et ce que dit Eddy est complètement vrai, il faut pas s'emballer et se dire voilà, on y va et maintenant on y va en aveugle et on exécute ce qui a été décidé, ou on laisse même exécuter à 100%. Par contre, on va avoir une maturité qui va se mettre en place pour se dire dans 99,9999% des cas, c'est juste. Potentiellement, on garde une gouvernance pour traiter les cas d'exception ou pour continuer à l'enrichir d'expériences qui font que ce partenaire devient vraiment un vrai soutien pour plein de tâches répétitives qui nous demandaient de l'analyse, de la perte de temps pour agir. Parce que moi, je suis vraiment dans la réflexion, l'action derrière, quoi. D'accord. Donc oui, effectivement, il va falloir bien cadrer ça pour que ce soit efficace. Et donc, on a dû parler de pas mal de risques, mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous pouvez identifier dès maintenant sur l'utilisation de l'IA, aussi bien que ce soit au niveau humain, de la cybersécurité, je pense aussi, mais de l'environnement au global, en fait. Et est-ce que ces risques vont être acceptables et est-ce qu'on peut les minimiser, selon vous ? C'est vrai que c'est nouveau. C'est nouveau, même si il y a déjà une mise en place dans plein de domaines. C'est nouveau pour, je dirais, l'utilisateur lambda, le particulier, et c'est un petit peu, on regarde ça un peu comme de la magie, et donc ça fait peur. Forcément, ça fait un peu peur. Alors, Eddy le disait en début, par rapport à la problématique d'emploi, qu'est-ce que je vais devenir, si ça fait à ma place, etc. Donc je me répète peut-être, et j'ai fait un post tout récent sur LinkedIn où je parle un petit peu de cette dimension de la relation entre l'IA et l'impact que ça pourrait avoir sur sa vie de tous les jours, intelligence artificielle ou inquiétude actuelle, quoi. Je faisais un petit jeu de mots là-dessus. Et je pense que le risque, il vient plus de l'humain dans la vision et dans l'utilisation qu'il va en faire. Après, il n'empêche que, effectivement, et ça je suis complètement d'accord, en fonction de où, sur quelles données se nourrissent les programmes, quelle est l'exploitation qu'on est faite et potentiellement quelles sont les tendances, parce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir comme dans le monde de l'informatique au sens large du terme, des hackers qui vont injecter des mauvaises datas pour amener des réactions et quelque part créer des perturbations.
J'en parlais avec Eddie un petit peu avant notre point. Je disais, regarde, dans une grande ville comme Paris ou dans toute grande ville, on a des feux de circulation qui sont en place, rouge, vert, orange. Quelque part, on fait tous confiance à 3 couleurs. Enfin, normalement 2, parce qu'à orange, bon, ça on dira pas. à 2 couleurs pour passer ou s'arrêter. Et je suis persuadé que dans les premières naissances, on disait, t'imagines, c'est rouge, mais si l'autre y passe, il s'arrête pas, qu'est-ce qui va se passer? Et dès qu'on voit que les feux clignotent en orange, ou que ce soit, c'est panique. Ça commence à faire les embouteillages et c'est fini parce que tout le monde se dit, mais moi je peux passer, etc. Donc je pense que l'IA, c'est peut-être pas une bonne comparaison, mais c'est vraiment, ça sera panique, en tout cas, si on se dit, moi je le fais à l'ancienne, j'analyse mon truc, après je prends ma décision, et en fait j'en analyse un pendant que les autres en analysent 10 ou 100 ou 1000, et je suis en retard. Après, sur le risque humain dans le credit management, je pense que les gens qui sont dans le credit management seront probablement les derniers affectés, parce qu'aujourd'hui, on le sait, les IA sont très fortes pour automatiser un bon nombre de tâches, mais des tâches où il n'y a pas forcément un aspect relationnel. Et ça, c'est l'une des particularités de notre métier, c'est qu'on est quand même en contact avec de nombreux acteurs, que ce soit en interne ou en externe, et je pense que dans les métiers de la finance, les gens qui gravitent autour du credit management seront probablement les derniers affectés en termes de grosses ruptures du traitement des process par rapport à des tâches qui peuvent être assez répétitives et autres qu'on peut connaître dans le reste des opérations comptables. Donc ça, d'un point de vue avenir, on va dire, on a encore une sacrée marge, sacrée distance. Sur les aspects environnementaux, je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que les data centers bouffent énormément de données. Après, c'est pas les seuls non plus. Quand on voit le trafic aérien ou autre, c'est pas le seul secteur où il y a une dépense énergétique qui est colossale. Aujourd'hui, c'est acté dans nos sociétés. On peut difficilement tous retourner à l'âge de pierre. Et donc, ça fait partie des enjeux. Après, c'est plus à l'État de cadrer ce genre de choses. Aujourd'hui, moi je pense que l'IA, ça reste quand même très embryonnaire et dans les balbutiements, et ça a besoin d'être cadré. Et ça, les dépenses énergétiques, ça fait partie du rôle de l'État. Parce que c'est pareil, c'est lui qui peut cadrer sur les questions d'éthique, de qu'est-ce qu'on a le droit de toucher, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de toucher. Et sinon, on sait que dans la science, on va dire, ce type de questions, elles se posent pas nécessairement, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on peut tirer de nos résultats. Après, c'est plus un calque qu'on vient appliquer par-dessus, mais au démarrage, on part sur une base qui est, entre guillemets, vierge. C'est vrai que non, quand on parle de scientifiques, souvent ça va être jusqu'où est-ce qu'on peut aller, parce qu'ils veulent développer au maximum leurs produits, et c'est derrière que dans les institutions, etc., ça va venir leur dire, ok, c'est très bien ce que tu as réussi à faire, mais par contre on va se calmer. Voilà. Et donc, effectivement, au niveau des risques qu'on va avoir, comme vous l'avez dit, c'est des risques qui existent, mais on a aussi pas mal d'améliorations qui vont venir avec. Et en fait, je pense que ça va être une balance, un équilibre entre les deux qu'il va falloir réussir à trouver, justement, pour que l'intelligence artificielle puisse fleurir aujourd'hui dans tous les corps de métier. C'est sûr. À notre niveau, ne serait-ce pas la notion de profil payeur, de comportement de paiement, c'est de l'analyse de data. Et de cette analyse peut en être sorti des profils qui ont un sens par rapport aux données, mais qui peuvent être contrecarrés par le fait que finalement on a généré ce profil en étant pas outillé correctement, potentiellement pour relancer un client, ou en n'appliquant pas une bonne stratégie. Donc finalement, il y a des interrelations qui se créent entre les résultats et puis des faits générateurs de ces résultats. Et plus on est accompagné par l'IA, et plus dans une démarche de confiance et de qualité de la relation, si je puis dire, homme-machine, au mieux on sera un conquérant d'amélioration des process en pilotage du cash, en pilotage du risque, et du coup dans les ventes, puisque derrière il y a aussi cette dimension là. Et par contre, si on est un petit peu dans la défiance ou la méfiance permanente, en fait on risque de perdre énormément d'énergie à remettre en question des choses, et potentiellement se perdre un peu dans le méandre du doute, quoi. Après, pour finir mon propos, je dis pas avoir une confiance aveugle, hein. Loin de là, c'est vraiment construire sa démarche, analyser, comme le disait Eddie, c'est de s'assurer que des gouvernances veillent au grain pour éviter qu'il y ait des déviances qui se créent.
Mais par contre, si on reste sur nos process business de credit management qui sont le cash, le risque, la gestion des litiges et transversalement de sécuriser les ventes pour avoir augmenté son business, là, on peut vraiment y aller sereinement. Après, un point qui serait intéressant, je pense, sur toute IA qui est mise en place, c'est d'avoir potentiellement un taux de résultat, un taux de probabilité que la réponse proposée par l'IA soit vraie ou fausse, en fait. Et ça permettrait, grâce à cet indicateur, si elle-même est un peu capable de faire preuve d'autocritique, en fait, de se dire, ben voilà, là je propose quelque chose, je propose une décision, mais je suis sûr de mon coup à, je sais pas, 83%, du coup, ça permettrait d'avoir une historisation des différentes décisions qui ont été proposées, et puis de se dire si, est-ce qu'on est plutôt juste, est-ce qu'on est plutôt faux. Ça aidera, entre guillemets, le regard du qu'est-ce qu'elle a dit, en sachant qu'il n'y a pas de vérité, on est dans un monde qui bouge très vite. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, les données communiquent de plus en plus vite, les relations entre les entreprises, elles sont décuplées par rapport à ce qu'elles étaient il y a 10, 20, 30 ans, et donc la décision de l'IA qu'elle prend à un instant T, c'est un peu comme un credit manager qui aujourd'hui doit faire une analyse de bilan et se dit voilà, je vais regarder la situation de l'entreprise, mais aujourd'hui au mois de juin 2024, j'ai peut-être pas le bilan de l'année 2023, donc je suis peut-être sur le bilan de l'année 2022. Au final, est-ce que mon analyse de bilan elle est pertinente ou pas? J'ai intérêt de croiser avec d'autres données pour être un peu au plus juste. Par contre, de là à leur faire confiance à 100%, il y a quand même un sacré gap, et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. C'est bien ça, c'est exactement ça, et c'est comme ça qu'on va aussi minimiser les risques que nous, on va prendre avec l'intelligence artificielle. Et donc c'est aussi comme ça qu'on va conclure cet épisode. Et je vous remercie tous les deux d'être venus pour répondre à mes questions qui ne sont parfois pas évidentes. Merci beaucoup, Colline. Merci, Eddie, aussi. Très chouette d'être invité, merci à vous deux. Donc nous, on va se dire au mois prochain pour un nouvel épisode de Credit Management dans ta poche. En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux. Donc on a LinkedIn avec Être payé, on a Instagram pour CM dans ta poche, et on a également notre site internet toujours êtrepayé.fr pour plus de tutoriels, d'informations, de conseils. On vous dit à très bientôt. Bonne journée.